ces questions. Mais tout d'abord, bonsoir madame. Bonsoir, assalamu alaikum. Alors, la première question est, quelle a été votre réaction quand vous avez appris le décès du président Idriss Déby? Alors, vous savez que nous, on suivait l'évolution de la situation militaire qui prévalait au Tchad, avec l'incursion des rebelles. Et donc, c'est comme ça que le lundi matin, très tôt, donc quelqu'un m'a appelé pour me dire que je t'informe que Déby est mort. Et vous savez, parfois dans ces genres d'événements, il y a beaucoup de fake news, même des gens qui sont sûrs sont parfois manipulés. Je n'ai pas tout de suite cru à la nouvelle. Et donc, je me suis dit, bon, on ne sait jamais, en plus avec la guerre, on ne sait jamais, mais je n'ai pas tout à fait cru. Et puis à 10 heures, 2 heures de temps après, on a eu l'annonce de la télévision nationale tchadienne, qui a donc annoncé officiellement sa mort. Je peux dire que vraiment c'était une grande émotion parce que cet homme, Idriss Déby, était au cœur de notre départ d'abord du Tchad, mais indépendamment de ça, c'était un homme qui nous a poursuivis ici au Sénégal avec ce que est devenu l'affaire Hissène Habré. Et donc vraiment je me suis dit... et puis surtout, tout le mal qu'il nous a fait, voyez-vous, par exemple, quand le 30 juin 2013, quand la DIC est venue ici et la BIP prendre le président, dans le cadre de l'affaire avant le procès, quand ils l'ont pris, quand ça a fait boum, là, tout le monde a annoncé cette nouvelle, Idriss Déby, qu'est-ce qu'il a fait? Il a sauté, crié de joie, pris son pistolet, sorti dans le jardin, tiré 3 balles en l'air et appeler immédiatement son ministre de la Communication, dire il faut interrompre le programme des télés, j'ai quelque chose à dire à la nation. Et donc il a fait une déclaration, il a dit c'est un jour historique, un jour de fête. D'abord je remercie mon frère Macky Sall, félicite et je remercie d'avoir fait ce qu'il a fait. Et maintenant je déclare une journée chômée, payée. Et il a dit immédiatement, toutes les mairies de N'Djamena, venez vite et qu'on leur donne un budget. Chaque mairie doit organiser une fête. Ça donne une image de l'homme. Et donc nous avons aussi attendu sa chute pour un homme qui voulait absolument tuer le président, lui faire du mal. Toute l'affaire Hissène Habré s'est résumée à ça. Il a dépensé des milliards et des milliards pour y arriver. Et aujourd'hui, nous aussi, on a attendu sa chute, comme on disait, et Rabbina subhanahu wa ta'ala nous a fait assister à sa mort. Une mort terrible, une mort violente. Et j'ai dit, êtes-vous de ceux qui pensent que toute la vérité n'a pas été dite sur la mort d'Idriss Déby? Par rapport aux thèses du complot? Oui. Enfin, aux thèses de l'assassinat? De l'assassinat. Non. Qu'il est monté au front. Oui, vous savez que ce que je sais moi, jusqu'à ce qu'on nous dise le contraire, ce que je sais moi, c'est que lui, il est allé au front. D'accord? Vous savez que les rebelles, quand ils... Vous avez des informations précises qu'il est allé lui-même au front? Oui. Bon, maintenant, il faut savoir c'est quoi exactement la démarche qui suivait. C'est-à-dire que quand les rebelles sont rentrés, vous savez, les rebelles, quand ils sont rentrés vers la frontière tchadienne, ils ont pris rapidement 3 villes, sans vraiment beaucoup de combats. Et puis, ils ont piqué vers la capitale. Et ils sont arrivés à peu près 350 km de la capitale. Et il y a eu les premiers accrochages. Dès les premiers accrochages, vous avez le chef d'état-major qui meurt. Mohamed Suleiman, il est décédé. C'est déjà un coup. Vous voyez, si c'est dès les premiers combats, le chef d'état-major d'abord s'implique, ça veut dire qu'il y a un petit problème. Parce que normalement, on envoie d'abord les gens et puis après, s'il y a un soutien, le chef d'état-major peut monter. Mais tout de suite, dès les premiers combats, on voit le chef d'état-major qui s'implique et il meurt. Et donc, du coup, ça crée un peu le moral est un peu dans les chaussettes, vous voyez. Et puis après, les rebelles avancent. Ils sont à 300 km de la capitale. Donc, lui, il dit, bon, ok, prenons toute la garde présidentielle. Donc, il prend toute la garde présidentielle. Et il dit, on va faire un QG. On va se positionner avant qu'ils arrivent à 300 km. Donc, il installe son QG
et les gens partent. Lui, il reste à l'arrière, dans le QG. Vous savez que si vous voyez, même si c'est une grande tradition au Tchad, depuis le temps de rébellion du président, depuis les rebelles et leur histoire, tous leurs chefs se battent avec leurs hommes. D'accord? Donc, lui, Idriss Déby, aujourd'hui, il est âgé à peu près de 70 ans, 69-70 ans. Je pense qu'avec tous les problèmes de santé, si vous voyez son physique, si vous voyez un homme qui a quand même pris de l'âge, qui a une grosse bedaine aussi, ce qui veut dire quoi? Que vous ne pouvez pas sauter sur les Toyota comme des jeunes combattants, filer à 120 à l'heure pour faire la guerre. C'est impossible. Mais la présence, elle est là pour galvaniser les gens et tout. Donc lui, il s'installe au QG à l'arrière et les gens vont sur les premières lignes de front. Donc lui ne se bat pas réellement. C'est très important. Depuis longtemps, il ne le fait plus. Ce n'est pas possible. Donc maintenant, les gens se battent et il amène toute la garde présidentielle. Ça veut dire l'unité d'élite. L'unité d'élite. Super équipée, des blindés, des canons, tout, des hélicos, tout. Et dans cette confrontation avec les rebelles, vous savez, les armes ne sont pas égales. D'abord, ça, c'est un État. Donc, il y a des moyens très importants. Et puis, ils ont aussi le soutien de l'armée française. Très important dans la guerre. L'armée française a toujours joué un rôle déterminant dans l'écrasement des rébellions en faveur d'Idriss Déby. Concrètement, sur le terrain, qu'est-ce qu'elle fait? D'abord, elle filme les colonnes. Oui. Elle filme, elle photographie. Elle est capable de lui dire, et chaque matin, les officiers français viennent au QG de l'armée tchadienne, ils arrivent avec les photos satellites. Vous avez le nombre de personnes par véhicule, vous avez le nombre de véhicules, vous avez leur positionnement, vous avez les écoutes, les rapports d'écoute, vous avez les armes dont ils disposent. Hein, et vous avez même parfois, on cherche à savoir où est le chef, s'ils arrivent à le trouver. C'est pour ça que vous voyez souvent les Tchadiens sont tous enturbanés là. Si vous voyez une colonne, pour trouver les chefs, ça va être compliqué. Donc c'est utile aussi à ça. Donc l'armée, les militaires français arrivent chaque matin avec tous ces informations. Donc vous voyez l'information qu'ils ont, l'avantage qu'ils ont. Il n'en demeure pas moins que les équipements, les informations ne font pas tout dans une guerre. Ça ne fait pas tout. Toute l'histoire est là pour le prouver. Donc ils vont sur le front et là ils sont presque face à face. Ils sont presque face à face sur la première ligne avec la garde présidentielle. Et les combats tout de suite sont hyper rudes, très rudes, meurtriers. Et on a l'effondrement de toute la garde présidentielle. Vous avez 7 généraux qui tombent, plus de 25 gardes de sa sécurité, première sécurité, qui tombent. Et les gens déboulent maintenant, puisque les premières lignes du front sont écrasées. Vous avez les gens qui déboulent vers le QG. Carte générale. Où il est lui. Où il est lui. Et donc quand les gens arrivent, les éléments qui sont avec lui, ben, ils voient que le danger est imminent et impossible de tenir. Toute la ligne, la garde présidentielle n'est plus là. Donc eux, ils replient rapidement avec leurs véhicules et les autres les poursuivent. Et ils les mitraillent sans arrêt. Parce que lui, quand il arrive de N'Djamena, il va jusqu'à sur la ligne de front, il prend un hélico. 300 km, il prend un hélico. Si les hommes sont partis avec leur véhicule, lui, il arrive avec les hélicos. Et donc, du coup, le repli, c'est quoi? C'est aller rapidement vers l'hélico pour le prendre et partir. Or, eux, ils vous mitraillent. Et donc, c'est dans ce mitraillement-là que lui, il est touché. Donc, quand les gars, ils arrivent quand même à l'hélico, lui, il est déjà décédé. Ils le mettent dans l'hélico démarre. Il rentre au N'Djamena. Quand il rentre à N'Djamena, on l'amène directement à la présidence. Il est déjà décédé. Et c'est le lundi matin, très tôt. Voilà. Avec cette percée de la rébellion, est-ce qu'on ne peut pas dire qu'on assiste à l'effondrement de l'armée de Déby? Alors, vous savez que l'armée, vous savez que l'armée tchadienne, c'est 40 000 hommes. 40 000 hommes. Pour un territoire, il est vrai très grand, le Tchad, 1 284 000 km² répartis pour... Mais pour la colonne vertébrale du régime, c'est la garde présidentielle. Elle est composée, c'est une unité d'élite, de ses parents, des éléments les plus compétents de l'armée, et c'est elle qui défend le régime. Elle symbolise cette défense. Maintenant, vous savez, la guerre
comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas seulement les équipements. La guerre, c'est aussi l'engagement. C'est aussi, bien sûr, les équipements comptent, mais c'est l'engagement, la motivation, la cause à défendre. C'est très important. Vous avez un homme qui est usé par 30 années de pouvoir. Vous avez, dans cette garde présidentielle, des milliardaires. Des gens qui ont des monopoles de ceci, de ciment, de quoi, de toutes sortes d'affaires. Et donc, ils sont un peu émoussés aussi. Il y a l'usure. Vous savez, pour pouvoir se défendre, se battre, l'envie. Hein? L'envie, elle s'émousse avec le temps. Quand vous êtes un homme qui prenait de l'âge, quand vous fondez des familles. Et on voit bien que quand même, quand vous avez de l'argent, plein d'argent, vous n'avez pas envie de mourir. Vous avez envie de profiter de ça. Hein? Et en face, qu'est-ce qu'on a? Et en face, on a des jeunes de 16, 17 ans. Des gens qui sont des rebelles, qu'on appelle des rebelles. Et je profite de ces micros pour un peu expliquer comment ça se fait qu'un régime comme celui d'Idriss Déby, en 30 ans, il y a eu presque 20 rébellions, sans arrêt. Comment ça se fait que des jeunes de 16-17 ans préfèrent mettre leur vie en jeu en prenant une Kalachnikov au lieu de se former et d'avoir un avenir, un emploi, une famille comme tout le monde, comme tous les jeunes Africains? Comment ça se fait que dans ces pays-là, on est là avec ce cycle, un éternel recommencement, et des jeunes qui ne peuvent pas aspirer à autre chose? C'est très important à le comprendre. Parce que tout simplement, ces jeunes-là qu'on voit là, ils sont tous des gens issus de toutes les populations, les ethnies qui sont écrasées, humiliées, opprimées par Idriss Déby, qui a mis son clan, et une véritable chape de plomb, qui se sont accaparés de toutes les ressources du pays. Toutes les ressources, vous n'avez aucun. Et il a imposé un système de discrimination ethnique qui fait qu'il estime que les ethnies qui ne sont pas favorables, et comme il le dit à leur chef, à leur notable, chef traditionnel, il dit « vous ne m'aimez pas, vos populations ne m'aiment pas ». Par exemple, il le dit souvent aux gens qui appartiennent à l'ethnie du président Habré, il le leur dit souvent, et il dit « je ne mettrai pas un franc dans vos régions, je ne mettrai pas un franc ». Donc on a un système comme ça, une espèce de répression, de machine à tuer les gens. Vous n'avez pas accès à des formations. Dans vos régions, vous n'avez absolument rien. Si vous ouvrez la bouche, on vous tue. Hein? Qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, instrument de domination et d'humiliation des gens, il faut violer leurs filles. La question du viol des jeunes Tchadiennes au Tchad est quelque chose de tellement choquant. Vous voyez des jeunes étudiantes, elles sont sous des critères ethniques. Vous voyez? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous voyez, pour l'expliquer vraiment que les gens le comprennent bien au Sénégal, quand quelqu'un veut faire de la répression ethnique, ils disent qu'on va vous casser, vous les hommes, en violant vos filles. Si vous parlez, on vous tue. Et vous allez vous plier. Et donc, par exemple, c'est tellement facile à comprendre si on le donne l'exemple. Par exemple, si vous dites les filles Peul, si aujourd'hui, moi, je vois une fille Peul, je la connais. Je sais qu'elle est Peul. Si je vois une fille Wolof, je sais. Si je vois une fille Serer, je sais qu'elle est Serer par ses traits. Si je vois une Diola, je la reconnais. Donc, c'est comme ça qu'ils font pour pouvoir attraper les filles. Vous revenez de l'école, on vous kidnappe, des hommes sur des Toyota, hop, ils vous prennent, tout le monde crie dans la ville, oh, c'est fini, vous êtes partis. On vous viole, on vous jette sur un terrain vague. Vous parlez, on vous tue. Vos frères ont mal au cœur, ils viennent, on les frappe, on les tue. Il n'y a pas de justice, il n'y a rien. Et donc, les filles, qu'est-ce qu'elles font? Vous voyez des filles, donc si nous, les ethnies qui sont ciblées, si on est des Wolofs, on est ciblés, si on est des Serrères, on est ciblés, qu'est-ce qu'on fait? On met des burkas, monsieur Nian, on met des burkas. Vous avez aujourd'hui un taux de port de la burqa dans les milieux scolaires qui est affolant. Et en fait, les gens, ils disent tout simplement, mais comment on fait? Donc, je mets ma burqa complètement, on ne me reconnaît pas. On ne sait pas que je suis Peul. Donc, je pars à l'école rapidement et je reviens à la maison, j'enlève la burqa, je la mets. Ça, c'est une vie, ça. Donc, et vous avez, c'est tellement choquant que c'est des milliers de cas. C'est ce qui explique les rébellions. Mais bien sûr, les gens ont mal au cœur. Vous ne pouvez pas trouver de travail. Vous partez chez vous, vous dites, bon, je repars là-bas. Au village, il n'y a rien. On dit qu'ils ne nous aiment pas, ils n'amènent rien, on n'a même pas de poste de santé. Mais ils disent que les rébellions, les rebelles en réalité viennent de la Libye. Non, mais c'est des Tchadiens qui sont partis en Libye, qui ont fui la répression, la pauvreté, la misère. Et ce qui est tellement choquant, c'est que quoi? C'est que vous voyez la communauté internationale présente au Tchad. On a toutes les ambassades. On a toutes les Nations Unies sont tous là. Hein?
vous avez cette répression sauvage. On peut tuer qui on veut, on peut fouetter qui on veut, on peut violer qui on veut. Personne ne bouge. Et c'est d'autant plus choquant. Parfois, vous avez des ambassadeurs de France qui sont des femmes, des représentants de l'Union européenne qui sont des femmes. Et on a abandonné ces peuples-là. On a abandonné les Tchad, on a abandonné les peuples. Et regardez même aujourd'hui, si vous regardez ce qui se dit sur Idriss Déby, on a oublié les populations. On ne va pas dire, voilà, c'est un homme qui a bien géré son pays, politiquement, socialement, économiquement. Non, on dit, ouais, on a perdu un grand guerrier. C'est le gars de la lutte contre le terrorisme. Mais les Tchad... Justement, quel est le rôle de la France dans cette crise actuelle? Oui. Bon, déjà actuelle, aujourd'hui, je peux dire on dit aujourd'hui qu'elle a complètement bombardé les positions rebelles. L'opération Barkhane a complètement détruit les rebelles du FAC. Complètement. Et ils cherchent même à tuer leur chef. On ne sait même pas aujourd'hui où il est. C'est déjà ça, c'est très important. Et donc la France, au Tchad, elle a une base militaire. Cette base militaire, ce que les Africains doivent comprendre, si on voit ce qui se passe au Tchad avec les bases militaires, c'est ce qui est susceptible de se passer partout. Partout où leurs intérêts seront mis en branle. Comme je l'ai expliqué. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous avez les bases militaires qui sont là et on pense qu'elles sont là avec des accords. On dit des accords. Ces accords, c'est eux qui décident quand est-ce qu'il faut les appliquer et quand est-ce qu'il ne faut pas les appliquer. C'est très important. Parfois, il n'y a même pas d'accord. Ça ne correspond à rien, mais ils vont dire, ils veulent intervenir, ils vont intervenir. Ils vont dire, protection de nos ressortissants. Vous l'avez entendu parfois. Donc, aujourd'hui, par exemple, par rapport à Idriss Déby, comment ils sont arrivés et de quel droit ils ont massacré tous ces jeunes Tchadiens. Ce n'est pas seulement aujourd'hui. 96, vers 94, 4 ans après son arrivée, 94, 96, 98, 2003, 2006, 2008, 2019, tout ça là, ces rébellions-là, elles ont toutes été décimées par les bombardements des Mirages et des hélicoptères français. Mais de quel droit? C'est ça que les Africains doivent se poser la question. C'est-à-dire que ça pose d'énormes problèmes au Tchad, où vous voyez ce qu'un Mirage fait sur une colonne, ce qu'un Mirage peut faire, déchiqueter des jeunes garçons de 16 ans, 17 ans, au nom de quoi et de quel droit? Elles le font, parce que pour elles, c'est elles qui décident, puisque le régime en a besoin, on estime. Quand c'est eux qui font des opérations pour, par exemple, sortir, par exemple, le président Habré, ils ont monté une opération au Soudan avec la moitié de l'armée soudanaise. Gaddafi a donné l'argent et les équipements et ils ont mis Idriss Déby du Soudan. Ils sont venus pour faire la guerre et faire tomber le président Habré. Maintenant, quand c'est des autres, maintenant c'est eux, ils les qualifient, maintenant c'est à la mode, terroristes, islamistes, machin, chouette, djihadistes. Ils ne sont ni des djihadistes, ni des islamistes, ni des terroristes. Ce sont des jeunes Tchadiens complètement opprimés, humiliés. Et c'est cette rage au cœur qui les a fait hier décimer la garde présidentielle. Vous avez vu? C'est-à-dire que la rage, la volonté d'en finir avec cette répression, avec l'impossibilité d'avoir une vie digne et normale, c'est ça, dans cette confrontation-là, c'est ça qui a permis à ces jeunes-là de décimer complètement et jusqu'à de toucher Idriss Déby. Alors, aujourd'hui, pour assurer la transition, on a mis en place un conseil militaire de la transition. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette formule? Vous savez, normalement, puisqu'on nous dit que c'est l'ère de la démocratie, c'est l'ère de la démocratie, c'est l'ère où il faut respecter les institutions. Et donc, ce qui était prévu, c'est un président qui meurt. Un président qui meurt, c'est une vacance. Et la constitution tchadienne dit qu'il faut que le président de l'Assemblée nationale, qui est là, et qui donc devait prendre cette vacance, gérer cette vacance jusqu'à organiser des élections. Mais les Français, ils n'oubliaient pas qu'aujourd'hui, il y a plusieurs éléments qui concourent à expliquer ce que moi j'appelle la mise sous tutelle du Tchad. Vous pensez que le Tchad est mis sous tutelle en ce moment? Oui. Le Tchad, il est mis sous tutelle parce que vous savez, quand on a le conseil militaire de transition, là, quand on voit la liste de tous ces gens-là, ils ne sont pas capables aujourd'hui de dire
Idriss Déby n'est pas là, nous on se force et on met ce jeune garçon. Parce que ce jeune garçon, quelle est sa légitimité? Si c'est le clan qui est au pouvoir, il y a les enfants d'Idriss Déby. Ah, il n'est pas enfant d'Idriss Déby? Non, enfin, maintenant officiellement oui, puisqu'il l'a reconnu, c'est un fils adoptif. Donc c'est le fils d'un non reconnu d'un ancien officier tchadien, que tout le monde connaît, et que lui il a rencontré dans une caserne. Parce que lui, étant donné que c'est un règne presque militaire, et qu'il faut rester avec la répression pour tenir les gens, donc il cherchait en vain, parmi ses enfants, quelqu'un pour faire jouer ce rôle-là. Il ne l'a pas eu, parce que ses enfants n'étaient pas intéressés par la chose militaire. Donc il a essayé de coupler les choses. Je mets celui-là que je reconnais, qui va tenir l'armée et avoir les moyens de la répression. Et puis un autre, parmi ces deux enfants, il y en a un qui était son directeur de cabinet, l'autre était un ambassadeur du Tchad à Abu Dhabi. L'un d'eux, et il hésitait, lequel je vais mettre vice-président. Il a créé même ce poste de vice-président et donc il ne l'a pas encore nommé, que voilà, il est décédé. Et je dis que le Tchad est mis sous tutelle parce que qui a fait ce choix-là? Qui a eu la force d'imposer ce jeune garçon? Qui? Tel qu'aujourd'hui, la panique et la pagaille qu'il y avait au Tchad, il n'y avait que les Français. Et si vous avez vu la simultanéité et l'extraordinaire rapidité des choses, donc on a caché l'information, on a mis dans la précipitation ce conseil militaire, on a fait le choix. Le choix de ce garçon, c'est d'un choix français. Pourquoi? Parce qu'il était dans le contingent malien. La préoccupation principale de la France aujourd'hui, pour un Emmanuel Macron qui est déjà en campagne électorale, c'est de ne pas avoir une mauvaise surprise par rapport au G5 Sahel, par rapport à la zone du Sahel, qui est une zone un élément de campagne électorale en France, comme chacun le sait. Alors, pensez-vous réellement que ce comité pourrait faire face à la situation à l'heure actuelle et que le jeune qui est mis à la tête de ce pouvoir peut contenir une sorte de révolte populaire parce que des voix commencent à s'élever au Tchad? Voilà. Pour ajouter encore à l'argument de la mise sous tutelle française par le Tchad, de la France, c'est-à-dire que hier aux obsèques, on a annoncé que les chefs d'État qui étaient venus devaient faire une réunion parallèle pour dire au Conseil de la transition que la charte qu'ils ont publiée là, il y avait des choses qui étaient inacceptables, il fallait qu'ils la revoient. Mais ça, c'est quoi ça? Ça, c'est je sais pas de quel droit. Que la France. Voilà, donc la France, elle, comme elle a entendu beaucoup de critiques, dans aussi ce qui est un coup d'État. C'est un coup d'État qu'on a fait aujourd'hui parce que Idriss Déby est mort. D'où vient la légitimité de ce conseil militaire? C'est un coup d'État. C'est un coup d'État militaire, institutionnel aussi. Et aussi un élément important, c'est-à-dire que la France, ce qu'elle a montré, c'est quoi? Qu'elle n'en a rien à foutre de la légalité. En d'autres termes, puisqu'elle a fait un communiqué incroyable pour parler d'amis courageux de la France, pour donner le tempo, comme quoi il faut absolument valider ce schéma-là. Et moi, Emmanuel Macron, je me déplace sur place avec toute la propagande médiatique, et on couvre comme ça, on couvre ce qu'était le régime Idriss Déby, le chaos, la misère des populations, la répression, l'élimination de tous les opposants, et ce qui explique pourquoi ce pays inlassablement connaît des rébellions. Donc, les gens ne seront pas capables de faire face à la situation, comme vous avez dit. Eux, bien sûr, ils seront là, eux, puisqu'on a eu la déclaration de Macron, la France n'acceptera pas, ni aujourd'hui ni demain, que le Tchad soit déstabilisé. Mais le Tchad, quand c'est eux qui font des coups d'État, ce n'est pas de la déstabilisation, mais quand c'est pour leurs intérêts, c'est de la déstabilisation. Quand vous êtes des gens qui n'êtes ni rebelles, ni trucs, et d'ailleurs, l'un je crois qu'il y a eu au Sénat une déclaration du général là, Townsend, qui a dit ce sont des rebelles, ils ne sont ni terroristes, ni liés à Daesh, ni rien du tout. Ce sont simplement des rebelles tchadiens. Ils étaient en Libye, ils n'ont jamais caché leur volonté de rentrer chez eux. Mais ils ne sont. Quand les Américains disent ça, vous voyez que vraiment
La France mettra, elle a déjà commencé à dire on va appuyer la transition sur le plan militaire. L'ambassadeur de France l'a dit au sortir d'une audience avec le fils. Et donc ça veut dire quoi? Accompagner la transition sur le plan militaire, c'est les bombardements, c'est l'écrasement de cette rébellion. Est-ce qu'on peut craindre un embrasement de la situation? Au Tchad? Oui. Non, parce que pour s'embraser, il faut être capable de s'embraser. Quand vous ne pouvez même pas, vos enfants, vos filles sont violés, vous ne pouvez même pas avoir... Vous voyez comment on écrase des gens? Comment il y a une chape de plomb? Comment l'enclos médiatique sur ce qui se passe au Tchad? Et on met en avant Idriss Déby, le pacificateur de la zone Sahel. Et on a abandonné le sort des populations. Les gens sont écrasés, massacrés, tués. Ils ne peuvent pas se soulever. Est-ce qu'aujourd'hui, le Front pour l'alternance et la concorde au niveau de Tchad a des chances de réussir? Parce qu'ils avaient dit, juste après l'enterrement d'Idriss Déby, ils vont continuer leur combat. Oui. Alors, bien sûr, ils vont le continuer. Mais vous savez, ils l'ont dit ça, non? Oui. La réponse, ça a été quoi? Ça a été les bombardements de l'opération Barkhane. À l'heure actuelle, moi, je pense qu'il n'y a plus de forces rebelles dans le désert tchadien. Ils sont pourchassés par les avions. Si leur chef, ils essayent de le trouver pour le tuer. Si jamais il s'en sort, c'est déjà beaucoup. Mais ce n'est que... Donc, fondamentalement, cette rébellion n'a pas une certaine force militaire. Si, mais attention. Ils avaient une force militaire, ils avaient une volonté vraiment de faire tomber ce régime. Et ils ont réussi quelque chose d'extraordinaire. Parce que pour avoir décapité la colonne vertébrale du régime, la garde présidentielle, pour avoir tué 7 généraux, presque toute la garde présidentielle, et pour avoir tué lui-même, Idriss Déby, c'est que vraiment, si les Français n'avaient pas intervenu, mais c'était juste un sursis, ils allaient arriver. C'est N'Djamena. Absolument. Et ça montre aussi jusqu'à quel point vous avez un cycle de recommencement éternel. Pourquoi? Parce que, justement, il n'y a pas de solution. Vous savez, le régime d'Idriss Déby, ça aussi c'est comprendre, quand par exemple on a eu à voir des chefs de rébellion qui ont dit, nous, bon, on veut pas la guerre, on veut faire la paix, on peut trouver un terrain d'entente. Bon, on a dit, ok, on négocie. Ils les font rentrer. Quand tu arrives avec, prenons le cas, tu as 100 hommes, on dispatche tes hommes dans l'armée. Et toi, tu es chez toi, tu es en attente, par exemple, d'un poste, vu que vous avez fait la paix et tout ça, c'est normal. Et puis un bon matin, il y a un commando qui vient et qui te tue. Il l'a fait combien de fois? Il l'a fait presque 11 fois. Idriss Déby? Idriss Déby, là, tu vois là, regarde comment l'information, hein, elle est manipulée. Idriss Déby, il a tué Abbas Kouti comme ça. Il a tué Ibichar Adjegui comme ça. Il y a ici, à Dakar, ici, M. Geti Mohamed, qui était directeur des ressources humaines de la SEGNA. Son épouse même est sénégalaise, ils ont 4 garçons. Et lui, quand il a eu sa retraite, il est parti au Tchad. Il a dit, je vais être député. Je vais être député, ça m'intéresse. Il commence à faire un parti. Donc, d'opposition, Idriss Déby, non, jamais. Il ne peut pas accepter ça. Au nord, non. Donc, on lui fait savoir que non, Idriss te fait savoir qu'il ne te donne pas le droit de faire ça. Il dit non, moi c'est une opposition démocratique, hein, c'est ce qu'on demande. Et le lendemain, il saute. On le fait sauter sur une mine. Une mine devant ta maison, monsieur Niang. Subhanallah. C'est ça, le Tchad. C'est ça. Et c'est monsieur Geti Mohamed, son épouse est sénégalaise, elle est ici à Dakar. Elle a 4 garçons. Ils l'ont tué comme ça, au Tchad. Et on a la liste, c'est incroyable. Donc ça, c'est une formule. Vous voyez? Donc regardez dans quelle impasse les gens sont dedans. Quand vous venez, les Français vous bombardent. Quand vous dites vous voulez la paix, lui, il vous tue. Mais vous faites quoi? Vous faites quoi? Mais vous présentez un bilan tellement négatif sur le plan politique, économique. Mais c'est économique. Mais attendez, c'est pas lui qui a eu à gérer le projet pétrolier du Tchad. Mais qu'est-ce qu'il est devenu ce projet pétrolier? La Banque mondiale, au départ, en 2003, nous a annoncé le plus grand projet du siècle en Afrique. La Banque mondiale elle-même est rentrée dedans. Mais après, c'est fini. La Banque mondiale, officiellement, tu peux regarder sur le net, a dit échec du projet pétrolier, elle se retire. Parce que tout ce qui a été dit n'est pas appliqué. Et que lui a dit qu'il veut des armes. Il est parti acheter des hélicos, des MiG-24, des C6, c'est là pour bombarder les gens. Vous voyez?
Voilà un régime qui ne peut pas avoir une autre alternative que la répression. Et les gens le couvrent. Et si aujourd'hui vous voyez tout ça là, depuis 2010, lui maintenant c'est la rente terroriste de l'engagement du Tchad au Mali. Et il a tiré tous les subsides de ça. Et les gens, les Occidentaux ont fermé les yeux sur toute la situation. Même aujourd'hui, vous avez vu, les gens qui s'installent pour faire le bilan ne peuvent dire que oui, il a été un grand machin panafricaniste. Il n'a jamais été panafricaniste. Jamais de la vie. Mais quand même, on le présente comme un stabilisateur du Sahel par rapport à la question du terrorisme, Idriss Déby. Alors, ça, c'est une question très importante parce que elle est au centre, le terrorisme, le djihadisme est au centre de toutes les préoccupations aujourd'hui en Afrique aussi. Parce que les gens ont paniqué quand ils ont vu des choses. Aujourd'hui, cette lutte contre le terrorisme a aussi une incidence sur nos économies parce que maintenant, on nous dit qu'il faut cotiser. Il faut donner de l'argent pour vos contingents. Et même ceux qui n'ont pas de contingent sur la ligne de front du G5 Sahel, on a vu que le président Macky Sall a donné 1 milliard, vous vous rappelez, quand il a été dernièrement. C'est un appel de fonds que les gens disent maintenant. Et vous savez que l'histoire de la guerre contre le terrorisme en Afrique, la version officielle, présentée, entretenue, financée à travers des médias, des instituts, des ceci, cela, elle donne très peu d'espace à une expression pour une autre analyse, pour voir autre chose. Et quelle serait cette analyse? Cette analyse, cette autre chose, c'est entrer plus profondément dans le fond et on va prendre 2-3 exemples et on va y aller et vous allez voir qu'en aucun cas Idriss Déby n'est ni un pacificateur, ni un panafricaniste. C'est un pion, oui, un pion important dans la politique d'occupation de l'espace sahélo-sahélien. C'est très important. Alors, expliquez-nous. Voilà. C'est-à-dire que dans cette guerre du terrorisme, il y a 2 points qu'il faut bien voir. C'est-à-dire, c'est quoi réellement cette guerre? Ce qui est agité, comme je dis, l'écran médiatique, là, mettons-le de côté. Regardons concrètement. L'enjeu, c'est quoi d'abord? Parce qu'il faut aussi s'entendre sur cet enjeu dont on ne dit pas. C'est quoi l'enjeu? L'enjeu, c'est quoi? Les bandits terroristes, là? Non. L'enjeu, c'est cet espace. Qui part de quoi? Qui part des champs gaziers de l'Algérie, du gaz, que la France prend pour son chauffage, et qui traverse et qui va de l'autre côté, l'autre extrémité, c'est quoi? C'est le Niger, et c'est les mines d'Areva. Mines d'Areva. Les mines d'uranium d'Areva, que la France achète à très bon prix, et 2 ampoules sur 3 en France s'allument et marchent grâce à l'uranium du Niger. Cet espace est sujet aujourd'hui à des convoitises. Ça, c'est indéniable. Aujourd'hui, la Chine est toute puissante, elle arrive. La Turquie est en Libye. Les Russes sont en Libye. L'Iran s'intéresse de plus en plus aux mines d'Areva, aux mines de l'uranium, d'uranium. 3 fois le président iranien a été au Niger pour des comptes. Ils veulent des exploitations d'uranium. Donc la France, elle est inquiète parce que cet espace-là de tout temps, c'était contrôlé par la France. Eux, et surtout, les richesses qui sont dans ces sous-sols exploitées par la sont France. Même pas exploitées, M. Niang, mais gardées en réserve. C'est gardé en réserve. Si elles veulent, ils disent que non, il n'y a pas de financement d'exploitation. Non, c'est pas exploité. Mais seulement, ils disent qu'on ne veut pas les exploiter. Mais on veut vous empêcher, vous aussi, Africains, de les exploiter. Parce que, sinon, si on vous laisse, les Russes vont venir vous proposer quelque chose, vous allez dire oui. Les Turcs vont vous proposer, les Chinois. Mais si vous sortez tout, nous, on a quoi? Donc, personne ne touche à cette zone. C'est une zone qu'on garde en réserve. Pour pouvoir justifier nos déplacements, il faut bien justifier que le Mali accepte une base militaire chez lui. Il n'en avait pas. Mais donc, il faut augmenter, articuler et présenter de manière dangereuse cette affaire. Idriss Déby. Quand la France lance son opération Sauver Bamako, d'accord? Ils arrivent, ils occupent un espace, le nord du Mali. Mais cet espace est immense, il est grand. Et il a besoin d'hommes qui connaissent un peu ces zones désertiques, qui se meuvent. Ils ont fait des deals avec les Touaregs. Leur cible, ce sont les djihadistes Ansar ad-Din, qui ont une autre vision du monde que la leur. Et donc,
il faut les éliminer. Mais les Touaregs disent non, nous on peut faire des deals, on vous laisse, on joue le jeu, mais il n'est pas question qu'on tire une balle contre ces gens. Ils sont tous mélangés, ils ont des liens. Donc les Touaregs disent non, on ne va pas se battre contre Ansar ad-Din, hein. Mais alors il faut trouver quelqu'un d'autre. Soit on se mouille le maillot nous-mêmes, mais les Français auront de la casse, et les peuples français ne vont pas accepter, hein. Et donc la cote de popularité va chuter, hein, de nos hommes politiques français. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On a besoin d'aide, on a besoin des gens qui connaissent les dégers, des gens qui... Donc on fait appel à Idriss Déby. Ce n'est pas le Mali qui appelle Idriss Déby, c'est la France. C'est très important. C'est peut-être qu'il a l'expérience. Oui, non, mais d'accord. Je suis d'accord. Il n'y a pas de problème. Donc Idriss Déby arrive. Il quitte le Tchad, l'armée tchadienne quitte le Tchad, par le désert elle arrive. Elle arrive dans la zone de Kidal. Et elle s'installe. Elle n'a pas affaire aux autorités maliennes, elle a affaire à l'état-major français. Et donc les gens s'installent. Mais ce qu'on voit tout de suite, c'est quoi? Aujourd'hui, le Mali, les gens pleurent, ils disent quoi? Ils disent, c'est une partition de fait de notre pays. Les gens ont bloqué le Nord Mali. Pendant plusieurs années, même le Premier ministre malien ne peut pas aller au Mali. Tous les gens ne peuvent pas aller, les gens ont bloqué. Le Tchad aussi a aidé à bloquer. Donc qu'est-ce qu'il fait Idriss Déby là? Idriss Déby aide dans la mise en place d'une politique de partition du Mali. C'est regrettable, mais c'est ça. C'est ça qu'il fait, Idriss Déby. Il vient en appoint d'une politique qui vise à organiser une partition du Mali. C'est du panafricanisme, ça? Non, c'est trahir les Maliens. Et vous savez que les Maliens l'ont tellement bien compris au départ. Quand il y a eu les premiers morts du Tchad, et un autre élément très important, les blessés de la guerre du Mali, du Tchadien, qu'est-ce qu'on en faisait? On n'était pas capable de les amener à Bamako pour les soigner dans les hôpitaux maliens. Non, on les a amenés jusqu'au Niger. On faisait des vols de Transal jusqu'au Niger où les Français ont mis un hôpital de campagne pour soigner les blessés tchadiens qui sont à Kidal. Parce que les Maliens étaient tellement fâchés de cette collaboration d'un pays africain pour organiser la partition de leur pays. Les premiers morts tchadiens, on les a amenés au Tchad. Il n'y a pas eu d'autorités politiques maliennes qui se sont déplacées. Tous les gens au Tchad ne comprenaient pas ce côté pernicieux de l'intervention tchadienne au Mali. Les gens ne le comprenaient pas, donc ils ont commencé à respecter et dire, mais dis donc, nos enfants vont mourir au Mali et les Maliens ne peuvent même pas dire condoléances au peuple tchadien. C'est quoi ça? Tout le monde a commencé à crier. Donc Idriss Déby faisait le jeu de la France. Absolument, mais de A à Z. Et attendez, autre chose, c'est que quand il a dit, cette grogne, si on peut dire, du Tchadien, Idriss Déby en a fait part à la France. Et qu'est-ce que la France a dit au président malien? Écoutez, ça ne va pas comme ça. Idriss Déby est là avec nous et tout. Et puis maintenant, il faut absolument lui affirmer votre reconnaissance. Il faut le soutenir. Et là, brusquement, on a eu même des chanteurs qui ont chanté Idriss Déby. Voilà. Donc, et autre chose aussi, c'est très important, c'est que quand vous voyez Idriss Déby qui quitte le Tchad et qui vient au Mali, il fait quoi? Il sort, officiellement le Premier ministre annonce un retrait, un financement à hauteur de 90 milliards de francs CFA pour financer son opération au Mali. Donc voilà un pays qui n'est pas menacé directement par le terrorisme et qui sort 90 milliards de son trésor pour aller financer un programme, une politique de partition de notre pays africain. Mais ça là, les Tchadiens, il manque de tout. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Hein? Il manque de soins. Les gens courent au Cameroun se soignent, partent au Soudan, partent au Tunisie, il n'y a pas de soins au Tchad. Des régions entières sont appauvries. Et vous avez le gars qui sort 90 milliards rien que pour faire plaisir à la France. Vous voyez comment cette machine France-africaine, elle est capable de faire des choses absolument incroyables. Et comment un leadership peut ruiner un pays, peut le détruire, et alors qu'on va le présenter comme quelqu'un de positif. Autre chose très importante dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, il y a aussi une autre. Pourquoi, en fait, l'armée tchadienne est positionnée partout? Pourquoi? Vous savez, il n'y a pas réellement de guerre. Parce que s'il y en avait, ça fait 11 ans. Les gens, ils savent faire la guerre, ils vont cramer tout le monde. Mais il n'y en avait pas. Même les Tchadiens qui étaient
sur la ligne, ils ont dit les premiers chocs, c'était les gens qui étaient dans les grottes. Une fois que les gens sont réussis avec la casse qu'il a fut, c'est fini, il n'y a plus rien. Mais il y a toujours des attentats terroristes oui, au Mali. Il y en a, mais ça ne justifie pas. Je ne sais pas, aujourd'hui, les Tchadiens, il y en a 5000. Vous regardez les autres contingents. On est à presque 20 000 hommes. Mais est-ce que vous pouvez me dire, vous, il y a combien de terroristes? Ils sont où? Et ils sont combien? L'autre jour, on a vu des images invraisemblables. On a vu des gars avec des motos flambant neuves. Ils sont tous en moto, les gens du Moujaou. Ils sont en turbané, ils ont une Kalachnikov, chacun, ils sont à 2 par moto, le gars derrière a une Kalachnikov. Donc ils circulent dans les villages et ils mitraillent les gens. Mais d'où viennent les motos? Comment ça se fait qu'on a 100 motos flambant neuves, même marque? D'où est-ce qu'ils ont le carburant? Comment des pays africains ne peuvent pas gérer ce genre de problème? Vous prenez un hélico, vous circulez, où sont positionnés les points qui les alimentent en carburant? Et qui a donné ces motos flambant neuves? Elles sont passées par où? Donc, vous voyez bien que quand même, quand on voit les moyens qui sont mis, des chars, des blindés, des militaires français, hollandais, machin, des capacités de satellites, tout ça, mais quand on voit, on n'arrive pas à nous dire, ils ont tant les djihadistes, ils occupent telle zone, leur chef est un tel, ils sont tant d'éléments, ils ont des blindés, ils ont des canons. Non, on nous dit, il y a des gars qui se baladent en moto comme ça, mais des hélicos peuvent les arrêter rapidement. Donc, on voit bien que le truc pernicieux, c'est qu'en fait, il n'y a pas vraiment une guerre, au sens. Mais il faut contrôler cet espace. Il y a des petites incursions, il faut le contrôler, il faut rester. Mais comme ça pèse lourd, parce qu'au bout d'un moment, maintenant, vous les Africains, on en a marre, maintenant c'est à vous de financer. Vous allez financer éternellement, jusqu'à quand, je n'en sais rien, mais c'est ça. Autre chose pernicieuse, qui est très importante dans le fait qu'on veuille que... Je vais donner un exemple par rapport au Cameroun et Boko Haram. Très important. Ça permet de comprendre un autre élément. Pourquoi on veut que garder Idriss Déby? Il y a un deuxième élément assez fou. C'est-à-dire que le Cameroun a une frontière avec le Nigeria, où il y a Boko Haram. Et Boko Haram fait des infiltrations au Cameroun. Et prend de surprise les gens et massacre les gens. Donc, les Camerounais se sont levés, leur état-major, ils ont déplacé beaucoup de moyens. Et ils sont arrivés, ils ont dit, l'opération Barkhane, elle est sur la frontière là, on vous sollicite pour des images satellitaires pour pouvoir voir les gars de Boko Haram et pour que nous aussi on fasse nos plans pour les éliminer. Maintenant, les Français, ils disent quoi? Ils disent, ok, mais c'est 50 000 € l'heure. Ils répondent à l'état-major camerounais, 50 000 € l'heure. Mais les gars, ils disent, mais attendez, mais on ne lutte pas ensemble contre le terrorisme. Comment ça se fait? Comment on peut faire ça? Hein? Et donc, finalement, ils disent, non, 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 de toute façon, vous n'y arriverez pas. Laissez passer l'armée tchadienne. Ils disent que non. Mais on n'a pas envie de voir une armée tchadienne chez nous. On ne veut pas. Nous, on est capable de défendre notre pays. Et ils disent non. Donc, si c'est ça, vous casquez. Mais les photos, les images satellitaires, vous les payez aujourd'hui, demain, ça change. Et donc, mais vous allez, vous comprenez, les déplacements, ce qui fait que c'était une façon de dire, on ne vous aidera pas pour ça. Donc, et laissez passer Idriss Déby. Et donc, les gens ont laissé passer Idriss Déby. L'armée tchadienne est rentrée au Cameroun et elle est montée vers le Nigeria pour aller attaquer les gens de Boko Haram. Maintenant, deuxième élément important, et ce qu'on ne dit pas, c'est qu'au bout d'un moment, le Cameroun a amené un chèque à Idriss Déby. Ah ben oui, le ministre des Finances du Cameroun est arrivé au Tchad, il a donné un chèque. Donc vous voyez. Mais avec sa mort, est-ce que toute cette zone, il n'y a pas des risques qui planent véritablement? Voilà, je vais vous dire le deuxième côté qui fait que eux, ils privilégient un certain type de politique vis-à-vis de la lutte contre le terrorisme, la conception. Vous voyez, ça c'est très important pour que les gens comprennent. C'est que vous dites, pourquoi, comment ça se fait, encore une fois, comme les rébellions au Tchad, qu'est-ce qui fait que des jeunes prennent le risque de s'attacher des ceintures, d'aller être des commandos? Ce n'est pas simplement, parfois, que du fanatisme. Non, il y a de la misère, il y a de la répression, il y a beaucoup de choses, des problèmes politiques importants, hein, et qui font que les gens s'engagent dans des voies comme ça, deviennent des marginaux. Et donc, quelle est la solution qu'on doit amener? Quelle est la solution? Est-ce qu'on laisse aux Africains une seule possibilité d'explorer d'autres types, hein, de politiques vis-à-vis de ces jeunes-là, hein, qui sont en perdition
pour qu'on puisse les récupérer. Et vous savez qu'il y avait une équipe des Nations Unies qui a fait une étude très intéressante sur les Chebabs en Somalie, où on les présentait comme des islamistes enragés. D'accord? Quand on les a arrêtés, à peu près, on a fait prisonnier une centaine de gars, des gens des Chebabs. Quand les gens ont commencé à parler avec eux, des sociologues, sur les 100 là, 80 ne pouvaient même pas lire correctement 3 sourates du Coran. 3, ils ne pouvaient même pas. Donc en fait, et chacun avait une histoire. On a violé ma soeur, on a tué ma mère, on a ceci, cela. On voyait une misère, une répression terrible. Et les gens, ils n'étaient pas écoutés. Qui vous écoute? Qui vous parle? Qui vous aide? Personne. Donc vous êtes... Et là, les gars disent, ok, nous aussi, on va se faire entendre d'une autre façon. Donc pour vous, tout cela, c'est juste l'accumulation de frustration. Oui, je dis que même s'il y a des choses derrière, la majorité, la troupe, et le fait que le phénomène continue, c'est que les solutions qui sont apportées ne sont pas positives. Alors, la conception des Occidentaux, voilà, ça j'y arrive, la conception des Occidentaux par rapport à la gestion de ces choses. Eux, ils veulent qu'on élimine ces gens. Ça, c'est très important. Pour eux, ils ne donnent pas voix à autre chose. Pour eux, il faut éliminer, éliminer et éliminer. Donc, si on dit Idriss Déby, oui, il est d'accord avec eux. Il faut les tuer. Et c'est pour ça qu'ils parlent d'une armée efficace. C'est choquant parce que nous, on sait que c'est que l'efficacité. C'est un mot comme ça, cool. Mais ce qu'ils disent, c'est une armée efficace, c'est-à-dire c'est une armée qui tue. Et on lui demande de tuer et il tue. Et vous voyez par exemple au Nigeria. Le Nigeria, c'est un grand pays, il a Boko Haram dedans, au nord. Mais le Nigeria, est-ce que vous croyez que le Nigeria, qui a presque une armée qui est, je crois que les 3 premières armées en Afrique, c'est Nigeria, Afrique du Sud et Algérie. Vous croyez que le Nigeria, s'il mobilise ses moyens, le Nigeria ne peut pas mettre fin à Boko Haram? Mais bien sûr qu'il peut le faire. Mais ils ne veulent pas le faire. Parce que pourquoi? Parce que ça veut dire qu'il faut massacrer tous ces gens-là. Ce sont leurs compatriotes d'abord, un. Deuxièmement, ils savent que c'est des problèmes politiques, que c'est des problèmes de dérapage et de bavures qui ont fait mal aux gens et que l'armée a été qui a dérapé, vous voyez, dans la répression. Et donc, elle a enflammé l'événement, le phénomène. Donc, le Nigeria ne veut pas d'une fracture béante et irréparable entre ces ethnies qui la composent. Donc le Nigeria tente, essaye de faire comme ça, mais les Occidentaux, non. Pour eux, il faut les tuer, il faut les éliminer. Et donc c'est pour ça que quand vous avez le Nigeria qui dit, le Cameroun qui dit, donnez-nous des infos, on veut faire ceci, ils disent non, laissez passer Idriss Déby. Parce que lui, ils sont d'accord avec lui, il faut les tuer. Et donc lui, il élimine tout le monde. Ça, là. Alors, oui, j'aimerais bien qu'on aborde aussi le dossier Hissène Habré. Avec la mort de Déby, est-ce que vous pensez qu'on va assister maintenant véritablement à la manifestation de la vérité? Ben, non, parce que regardez ce qu'ils ont fait. Le Conseil militaire de transition, c'est quoi? C'est le fils d'Idriss Déby. Donc, on a la chape de plomb qui est toujours là. D'accord? Et on a empêché les gens, même d'exprimer leur joie. C'est extraordinaire. Aujourd'hui, le monde entier aurait vu comment le peuple tchadien vomit Idriss Déby si les Français ne se sont pas mis assis sur le couvercle de la marmite là, en mettant le fils pour qu'on ait du Déby sans Déby. Voilà, c'est ça. Et donc la manifestation de la vérité, mais personne n'a voulu la chercher. Personne. C'était une collusion. Idriss Déby a dépensé des milliards dedans et il a acheté la vie du président. C'est ça. C'est triste à dire, mais c'est ça. Et les Français sont derrière. Mais eux, les Français ne vont pas dépenser leur argent, l'argent du contribuable français en Afrique. Hein, et c'est là où lui, on l'a laissé dépenser tout parce qu'ils étaient tous d'accord. Malheureusement, l'État du Sénégal aussi est rentré dans cette affaire. Alors, c'est ce qui explique peut-être cette manne financière, qui explique peut-être l'activisme d'abord des ONG autour de ce dossier. Absolument. Surtout les ONG des droits de l'homme. Incroyable. Et vous savez quand Idriss Déby est arrivé au pouvoir, en 92, l'une des personnalités qu'il a fait assassiner le premier, c'est Maître Joseph Beydi, président de la Ligue tchadienne des droits de l'homme. Vous voyez? Donc ça, c'est la première personnalité qu'Idriss Déby a fait assassiner. C'est le président de la Ligue tchadienne des droits de l'homme. Et on a eu toutes les ONG qui sont allées au Tchad,
qui ont couvert tout ce qu'il a fait. Ils l'ont extrait de l'affaire Habré. Et on lui a demandé, c'est lui qui a créé les associations de victimes, il les a soutenues, payées, engraissées, il a donné beaucoup d'argent, parce que vous savez que, monsieur Niang, vous savez, l'ampleur du procès, c'était avant tout un procès médiatique, l'affaire Habré au Sénégal. Vous l'avez vu, vous avez analysé, vous avez eu votre regard de professionnel, vous avez bien vu que on a simplement acheté une ligne éditorial contre le président. Il fallait parler simplement de Hissène Habré, dictateur, impunité, victime, nanana. Même les gens étaient présentés déjà, avant qu'ils aient entendu leur histoire, qu'on ait entendu leur histoire, avant que la justice n'examine leur cas, ils étaient déjà présentés médiatiquement comme des victimes. Et tout le monde dit l'association des victimes. Vous voyez, c'est un conditionnement psychologique important. Et tout le monde était témoin, comme par hasard. Alors qu'un témoin, juridiquement, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a vu et entendu des choses et assisté. Or, le gars, on lui dit, tu as quel âge? Au temps de Hissène Habré, il dit, j'ai 12 ans. Mais tu es témoin aujourd'hui. Par quel mystère tu es témoin? Et vous avez des magistrats qui étaient assis et ils ont validé tout ça. C'est extraordinaire. Mais, une chose est sûre, c'est que la mort d'Idriss Déby, elle est très, très importante. C'est un tournant. Beaucoup de choses liées à cette affaire vont sortir. Et ça, c'est ce qui m'amène à vous demander un peu de faire le parallélisme avec l'acquittement de Laurent Gbagbo par la Cour pénale internationale. Ah oui. Et vous savez que tous les gens qui suivent ce genre d'affaires, quand on a parlé d'acquittement de la CPI, par la CPI du président Laurent Gbagbo, je suis sûr que tout le monde a pensé au cas du président Habré. Ils ont dit, tiens, voilà, on a tant, nous, Africains... Avec les chambres africaines extraordinaires. Voilà, nous, les Africains, on a tant jeté des pierres à la CPI en disant qu'elle était raciste, et ce n'était pas tout à fait faux, en disant qu'elle ne s'acharnait que contre les Africains. Eh bien, elle a jugé un président africain et elle l'a acquitté. Maintenant, nos frères là, africains ici, ils ont fait quoi avec les chambres africaines? Donc, c'est très important parce que vraiment, c'est quelque chose de tellement grave, honteux, qui n'honore pas le Sénégal, qui n'honore pas la qualité de ses juristes, qui n'honore pas sa réputation d'état de droit, qui n'honore pas ses hommes et tout. Parce que ce qu'ils ont fait contre le président Habré, mais l'histoire va le retenir et ça va sortir, Tout ce que Idriss Déby a fait ici dans ce pays, on le connaît. On ne peut pas tout dire, mais tout va sortir. Ça veut dire que vraiment, les gens ont fermé les yeux, les oreilles, tout. Ils se sont entendus sur un contrat et c'est tout. C'est pour ça qu'on a tant de difficultés. Regardez, le président a 80 ans, il est malade. Les gens ferment les yeux. On ne peut pas obtenir une simple permission. On ne peut pas obtenir une simple permission qui est un droit. Tout l'état de droit fonctionne parfaitement quand il s'agit des autres. Vous regardez, monsieur, maître Boubacar Seye, il était malade. Le médecin est venu, le juge a vu, tac, on l'a sorti. Hissène Habré? Non. C'est extraordinaire. Pour vous, qu'est-ce qui explique cet acharnement? C'est un contrat, monsieur. Ce n'est pas un vrai acharnement, c'est un contrat. Dans l'affaire Habré, il y a 3 composantes importantes. Il y a Idriss Déby qui a donné tout ce qu'il fallait faire. Acheter des consciences, donner de l'argent. Depuis Abdou Diouf, Wade et aujourd'hui le président Macky Sall. Il a donné de l'argent partout. Ça, c'est un. Deuxièmement, on a la France. Elle veut la mort du président Habré, c'est clair. Et elle essaye de l'obtenir par tous les moyens. Et donc, vous voyez, et troisièmement, on a donc la France, ses représentations, c'est l'Human Rights Watch. Vous voyez, elle-même, on peut se demander d'où elle tient toute cette manne financière qui alimente. On sait que M. Soros a dit que lui, chaque année, il donne 100 millions à Human Rights Watch. Et M. Soros s'intéresse beaucoup aux mines, aux ressources africaines. Donc on voit que derrière Human Rights Watch, on a des calculs de grandes multinationales qui aujourd'hui en Afrique sont plus puissantes que les États. Et elles avancent, elles cherchent les ressources minières et on nous met les Human Rights Watch dans nos pattes là pour emmerder les gens. Et Human Rights Watch joue un rôle capital dans l'affaire Habré. Donc ils sont là depuis 2000. Ils ont un budget intarissable, incroyable. Films, livres, patati, patata, insertion de journaux, invraisemblable. Et en même temps, aujourd'hui, elle est aussi en train de faire une espèce de... C'est-à-dire qu'avec l'État du Sénégal, ils sont partenaires. C'est-à-dire que Human Rights Watch, regardez ce que je vous dis et regardez bien, analysez. Human Rights Watch a fait une espèce de deal SCT sur tout ce qui s'appelle gouvernance politique du Sénégal. Quelques personnes lui avaient reproché ça au moment des manifestations. Ils ont attendu 10 jours, 15 jours avant de pondre un dossier.
Donc, le deal, c'est ça aussi. Le deal aussi, c'est que le Sénégal et certaines de ses élites ont dit que l'affaire Hissène Habré va nous rapporter quelque chose dans la diplomatie des droits de l'homme du Sénégal. Vous comprenez? Donc, si on se positionne, on va avoir quelques points dans le cas du Sénégal qui est un État de droit, qui est un État soucieux de la fin de l'impunité, mais ils n'ont pas fait un procès digne de cela. C'est pour ça qu'on a eu à donner 800 millions à la presse au Sénégal, 800 millions. Et si vous voulez, monsieur Niang, je vous donnerai le contrat officiel qui a servi à... Ah, je suis preneur. Ah oui, je vous le donnerai, Inch'Allah, dès demain. Et vous allez voir le contrat qui a lié les chambres africaines à l'agence de monsieur Abdoulo, agence Premium Africa, signé, estampillé, imprimé. Au total, c'est à peu près 800 millions qu'on a décaissé pour que les médias du Sénégal et 20 organes de presse, journaux, télévision et radio ont été pris en main par les chambres africaines, jusqu'à on leur a fait des ateliers pour leur dire ici à Goodread, et nous avons les ateliers médias pour dire voilà comment vous ne devez en aucun cas dire le président Habré. Ne pas dire ça. Dire, si vous voulez dire, écrivez le dictateur. Et dites aussi Hissène Habré, tout simplement. Vous voyez comment les gens ont pris en main cette affaire, et c'est M. Franck Petit. M. Franck Petit, qui était le patron de cette communication, et donc c'était avant tout un procès médiatique. Alors qu'on arrivait aux portes du procès, où maintenant il faut sortir les preuves. Parce qu'on a beaucoup crié pendant 15 ans, maintenant on arrive, il faut sortir des preuves, et là qu'est-ce qu'on voit? On met en place un organe qui va saper la présomption d'innocence. Et vous savez, c'est très important parce que la présomption d'innocence, beaucoup de gens ne comprennent pas très bien ce que c'est. Parce que ils disent, je vais faire un parallèle, les gens vont le comprendre dans l'affaire Sonko par exemple, les gens ils disent, mais il faut respecter, oui, non, mais M. Sonko est présumé innocent. Mais si vous organisez des émissions où vous sapez cette présomption d'innocence, mais c'est comme ça que vous la détruisez. Donc Hissène Habré, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a donné de l'argent pour que tous les gens ne prennent que ce qui était contre lui pour le mettre dans la presse, et on a ainsi démoli complètement sa présomption d'innocence. Donc la présomption d'innocence, c'est des conditions strictes, rigoureuses, de respect dans tous les ordres. Pas d'émission contre une personne, pas de mots de travers pour la présenter de ceci, cela. Voilà. Donc, vous comprenez, ce n'est pas simplement la déclaration, oui, un tel est présumé innocent. Non, 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 non. C'est une attitude respectueuse de sa réputation. On ne peut pas monter des émissions pour le présenter comme un coupable face à l'opinion. C'est tout ça qui sape la présomption d'innocence. Et quand ils sont arrivés dans ce procès-là, qui était en aucun cas comparable, qu'est-ce qu'elle a dit la CPI? Vous m'avez parlé de l'affaire Gbagbo. La CPI a dit au procureur Bensouda, nous, juges, nous voulons des preuves concrètes dans la commission des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre. Nous voulons des preuves concrètes. Nous voulons que la chaîne de responsabilité soit clairement établie. Qui a fait quoi dans cette affaire et qui a donné l'ordre de quoi? Voilà. Si vous n'êtes pas capable de ça, nous, on acquitte M. Gbagbo. C'est sur des faits, M. Niang, qui datent seulement de 10 ans. 10 ans. Regardez l'affaire Habré. C'est 33 ans. 33 ans. Et nous, on est tranquille si le Sénégal avait eu un minimum de justice envers nous. C'est-à-dire que même le président Habré, il a droit à ce qu'on lui rende justice. Donc, vous croyez, première question, on pouvait se dire, est-ce que le cas Habré était susceptible d'être amené à la CPI? Non, juridiquement. Madame Bensouda l'a dit ici au Sénégal, elle a dit non, parce que il y a un principe important dans le droit pénal, c'est la non-rétroactivité. C'est-à-dire que les cas du Tchad datés de 82, la Cour pénale a été mise en place en 2000, elle a démarré ses activités, donc elle ne peut pas connaître des faits qui sont précédents. C'est pour ça que Laurent Gbagbo, qui était 2010, s'est passé. Donc, mais l'affaire Habré, il n'y a jamais eu d'enquête. Donc on a pris le dossier de Human Rights, on l'a validé. Et c'est ce que la Cour a dit pour libérer Gbagbo. Les dossiers d'accusation fabriqués, montés, patati patata, ça reste des dossiers subjectifs d'une ONG et je les mets à la poubelle. Et moi, je veux des preuves. Et ici, on a dit, Human Rights, tout ce que tu dis, alhamdoulilah, yallah, on y va. Et on applique, on s'en fout. Et Hissène Habré, il est déjà coupable. Et donc, quand vous voyez ces chambres africaines, pour qu'un tribunal soit un tribunal, vous avez une chance d'avoir un procès juste et équitable.
Parce que le procès juste et équitable, il ne s'agit pas encore une fois comme la présomption d'innocence, c'est de le déclarer comme ça. Ce sont des conditions techniques qui sont liées à quoi? 1. Les magistrats. Comment on les a désignés? La CPI. Comment on devient juge à la CPI? À la CPI, les Nations Unies vont faire une annonce, appel à candidature, dans le monde entier, le Seigneur, dans le monde entier. Donc les gens vont venir se déclarer, amener son dossier. Et on choisit, on prend. Bien. Deuxième chose, la question du financement. Qui vous paye? Qui fait tourner la CPI? La CPI, elle fonctionne avec une quote-part qui est à 0,01%, chaque pays qui a reconnu la CPI, etc. Donc, vraiment, il n'y a pas de pays, comme ici on a vu, Idriss Déby, le grand financier, devenu maître du jeu judiciaire, il fait ce qu'il veut, et il dit j'amène des gens, il ne les amène pas, il n'y a pas de sanction. Les magistrats, c'est qui? Ce sont 14 sur la Chambre africaine, ils étaient au total, je crois, 17. Il y a 14 magistrats sénégalais, non, 15 magistrats sénégalais et 2 qui étaient le Malien et le Burkinabé. Donc, M. Kam. Et donc, ces magistrats sénégalais, on les a détachés. Parce qu'à la CPI, si prenons le cas, un juge sénégalais ici est pris à la CPI, lui, il abandonne tous ses liens hiérarchiques ici, il laisse tomber, il va aller là-bas. Mais ici, on a détaché seulement les magistrats pour les mettre dans les chambres africaines. Ils gardent donc leur lien hiérarchique avec... Après le procès, ils retournent. Ils retournent. Et donc, comment dirais-je, on a même... Et donc, l'État du Sénégal leur verse toujours leur solde, leur salaire. Et les chambres africaines leur donnent en plus une indemnité. Voilà. Et c'est ça qu'on a vu. Et en plus de ça, elle n'avait pas aussi, autre chose très importante, le respect des droits de la défense. Vous savez, Laurent Gbagbo, au départ, il a dit « je ne participe pas ». Il était dans la logique où la CPI est aussi raciste et tout ça, et qu'il n'avait aucune chance. Il a dit « je ne refuse pas, je garde le silence ». Ils ont dit « c'est votre droit, monsieur ». Ici, les gens ont dit « Hissène Habré n'a pas le droit ». Donc, vous voyez que les règles de procédure, les lois applicables, et les règles d'administration des preuves doivent être déjà prêtes avant ou pendant, quand on a créé cette cour, avant qu'elle agisse. Quand les gens ont dit, mais au fait, c'est quoi les lois qui s'appliquent pour Hissène Habré? Ils ont dit non, le Gustave Kam a dit, on n'a pas le temps, on n'en a même pas fait, mais on va juger REC. Et en fait, c'est quoi qu'ils ont appliqué? C'est toujours la règle la plus défavorable à Hissène Habré. Vous voyez comment les gens ont fait. C'est même pas une juridiction, elle n'est pas digne. Comment se porte Hissène Habré en ce moment en prison parce que la dernière requête de ses avocats a été rejetée. Oui, elle a été rejetée. C'était une demande de permission de 6 mois. Il est malade. Et donc, il était malade. On avait demandé avec le ramadan, vous voyez, si on pouvait permettre 6 mois. Bon, ils auraient pu. Ils savent qu'il est malade. Ils ont tous les éléments. Ils ont tous les éléments. Ils le savent. Mais ça, c'est quelque chose qu'ils ne veulent pas. En fait, parce qu'à chaque fois qu'on analyse le dossier, il y a la France qui parle. Voilà, mais c'est eux qui ne parlent jamais. L'État du Sénégal qui a pu venir vous chercher ici chez vous avec des militaires et vous mettre en prison, et quand il s'agit de parler, il ne parle pas. Quand on dit, on demande une expertise médicale, on ne sait pas qui va nous répondre. Ils ne veulent pas. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, ils auraient pu, franchement, ils auraient pu, en disant si on a demandé 6 mois, ils disent bon, donnons 2 mois. Par exemple, ils disent c'est le ramadan, donnons 2 mois. 6 mois, on ne peut pas pour poser cela, c'est leur problème. Mais ils n'ont dit non. Donc ça veut dire que même si on avait donné 3 jours, ils allaient refuser. Et donc en fait, ça revient à une histoire, une question finalement d'engagement dans quelque chose. Vous comprenez? Si vous voyez un homme, il est malade, vous ne voulez pas voir qu'il est malade. Vous fermez les yeux. On dit, on demande une expertise médicale, personne ne nous répond. Mais quand il s'agit de venir vous prendre chez vous, là, une armée arrive. Et on fait quoi? Il n'y a pas de droit, il n'y a rien. Qui sont nous? Ils ne veulent plus. Comment on fait? On ne sait pas. Vous n'avez pas d'interlocuteur? Qui c'est? Nos interlocuteurs, c'est qui? Nos avocats ont demandé audience au ministre de la Justice. Ça fait 1 an, ils attendent. Et je peux vous dire l'inverse. Mais depuis que l'affaire Hissène Habré est là, dans ces pays-là, ça fait presque, depuis 2021 ans, c'est affolant. Où est-ce qu'on a vu une chose pareille? Ça fait 21 ans, aucun de nos avocats, personne n'a jamais été reçu par une autorité, ni ministre de la Justice, ni président de la République. Mais alors là, Red Brody, tapis rouge,
Toutes les ONG, tapis rouge. Tout le monde est reçu sauf nous. Donc vous voyez bien, la position claire est assumée quelque part. Hein. Elle est assumée. Elle est assumée. Elle est assumée par l'ignorance, par le fait que personne ne veut parler, par le fait aussi que off the record, comme on dit, les gens disent ben, c'est une affaire qui est entre les mains du président Macky Sall. C'est lui qui la gère. Nous, on n'a rien à voir. Le président Hissène Habré, madame, il nous a fait quoi? Mais nous, on n'a rien. Tout le monde dit, mais on n'a rien contre le président. Qu'est-ce qu'il nous a fait? On est des fonctionnaires. Si on nous dit faites ça, on fait ça. Mais si on ne nous dit rien, on fait quoi? Voilà. Ils savent que c'est une affaire qui est quand même aujourd'hui devenue assez lourde. Et elle pèsera. Elle pèsera très lourdement par rapport à la conscience individuelle de chacun. Par rapport où nous, on ne peut pas dire que madame n'a pas alerté. On ne peut pas le dire. Mais comment on peut expliquer ça? Comment on peut expliquer que, regardez, ils ont fait 2 mois de permission. Les gardes étaient au poste de garde, monsieur Niang, les 2 gardes. Ils étaient avec nous 24 heures sur 24. Et quand le président part pour faire la rééducation de son bras, il monte avec lui, les 2, dans la voiture, ils partent, ils reviennent. Tous les jours, le DAP les appelle, vous êtes là? Oui, on est là, on dort. Le président est chez lui, il se repose 2 mois. On n'a rien eu à nous reprocher. Alors, qu'est-ce qui les empêche d'accorder encore une permission? Voilà, c'est ça. Voilà, merci beaucoup Madame Fatim Raymond Habré de nous avoir accordé cet entretien. Alors, je vous donne rendez-vous très prochainement avec un autre invité dans votre émission.